Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Atelier culturel. Une émission qui est un petit peu spéciale aujourd'hui car vous le savez, en principe, la saison 2016-2017 est terminée. Vous pouvez d'ailleurs regarder l'intégralité des 5 émissions de l'année, de la saison sur le site du Media Lab ou sur YouTube. Des émissions qui portaient, je le rappelle, sur la littérature avec différents thèmes, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, les super-héros ou même le sport. Alors pourquoi, vous me direz, une nouvelle émission aujourd'hui? C'est un peu une sorte de surprise pour l'été qu'on vous propose pour s'ouvrir les papilles et se mettre en appétit, retrouver des saveurs estivales et un plaisir de la dégustation qui ne vous quittera pas, j'en suis sûr, pendant tout l'été pour la belle saison à venir en juin, juillet et août 2017. Alors pour cette émission, nous avons un invité spécial aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Media Lab et de l'Atelier culturel. Alors Thomas, vous êtes chef de cuisine et chef de projet tous à table. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre parcours, sur vos activités? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Chef de projet, on va rentrer plus là-dessus en premier. Alors, chef de projet, on est en train de développer tout un pôle traiteur, solidaire et coopératif, entre plusieurs restaurants qui sont en économie sociale et solidaire. On voulait se rassembler pour pouvoir rassembler un maximum de leurs demandes de traiteurs pour pouvoir y répondre déjà, parce que c'était pas fait avant. C'est vraiment notre but de tous à table et de travailler aussi main dans la main et ce qui va être très intéressant pour l'année prochaine. D'accord, donc c'est un projet que vous allez développer sur la région, sur l'île? C'est ça, donc sur toute la métropole, ouais. D'accord, très bien. Alors on peut rappeler, vous êtes installé sur l'île depuis quelques années, oui, en tant que cuisinier, que chef cuisinier. Vous avez même travaillé dans plusieurs restaurants gastronomiques réputés. On peut citer le Mont-Alembert par exemple à Paris. Et maintenant vous travaillez aussi au Ici Bar à Lille, rue Inkermann, dans le centre même de Lille, près du théâtre Sébastopol. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Peut-être nous présenter quelques-unes de vos spécialités, je ne sais pas. Oui. Alors aujourd'hui, comme c'est bientôt l'été et que je pense qu'on va passer beaucoup de temps à l'apéro, on va passer beaucoup de temps à grignoter des petites choses, mais qu'il faut bien sûr ça soit sain, parce que l'été c'est fait pour bronzer sur la plage, rencontrer des gens, et puis pour s'amuser, donc du coup vivre quoi. Donc du coup, faut avoir toujours une nourriture saine et faire attention à ce qu'on mange, et surtout que ça reste estival et de saison. Profiter des plaisirs de la vie et aussi des plaisirs de la table. Donc vous allez nous mettre l'eau à la bouche dans quelques instants, dans quelques minutes. Merci en tout cas d'être là. Je remercie évidemment aussi toute l'équipe du Media Lab avec qui j'ai le plaisir de travailler toute l'année. Caroline, Timothée, Camille, David et Laurent. Je vous remercie. Et donc voilà, on va échanger ensemble. Vous nous avez même ramené quelques livres que vous allez nous présenter dans quelques minutes. Mais simplement, on va commencer là cette émission par rappeler peut-être ce qu'on fait à chaque émission, l'angle de la littérature. Les écrivains ont-ils bon appétit, par exemple? Sont-ils férus de plats, de nourriture et de bonne chair? Ou autre question, comment concilier les nourritures spirituelles et les nourritures terrestres? Les mots sont-ils comme des mets, aussi raffinés et délicats à lire sous la plume de l'auteur qu'à savourer après la cuisson dans la marmite? Donc c'est ce que nous allons voir pour donner envie, non seulement de profiter pleinement de l'été, des mois et du beau temps à venir pour vivre, pour s'amuser, mais aussi pour savourer, déguster ou dévorer sans aucune modération nos écrivains favoris. Bien sûr. Alors peut-être juste quelques idées et puis vous intervenez quand vous voulez si ça vous fait aussi penser à des choses que vous avez lues, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent aussi vous intéresser dans le domaine du texte. C'est d'ailleurs vous qui avez ramené, je le rappelle, ces livres. La littérature permet aussi de découvrir toutes les formes sociales et anthropologiques, si je puis dire, de dégustation culinaire, depuis les festins mondains à la cour des rois jusqu'au ventre qui crie famine dans la misère ou la pauvreté des bas-fonds des villes. La littérature, c'est tout un ensemble de peintures, de repas campagnards au soleil dans le sud, jusqu'au restaurant à la mode dans les villes du nord ou sous la pluie. Toutes sortes de repas sont décrits, commentés, analysés dans la littérature. Alors quelques exemples pour mettre en appétit littéraire. Quand les écrivains passent à table et qu'on regarde les liens entre gastronomie et littérature, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est surtout Gargantua et Pantagruel. Et donc, c'est tout de suite des banquets somptueux, fabuleux, qui regorgent dans l'œuvre de Rabelais. Bien sûr. Alors là, si on regarde un petit peu, c'est des listes entières, viande, légumes, poissons. C'est ce qu'on
c'est ce qu'à l'époque se faisait. C'était des grands banquets où tout le monde se retrouvait, toute hiérarchie d'ailleurs, on y retrouvait tout le peuple et tout le monde mangeait à certains étages peut-être des fois aussi, mais c'était les grands banquets où les cuisiniers d'ailleurs produisaient pendant des heures et des heures. Je pense que même pendant des jours, ils préparaient des banquets somptueux. C'est vrai. Pour tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment c'est un travail considérable, je pense. Absolument, ouais. C'est tout un protocole social, culturel, et on peut même dire, et vous avez tout à fait raison pour aller dans votre sens, que la nourriture devient même le symbole de l'esprit de l'humanisme, de la Renaissance, de la Réforme, etc. Voilà, c'est par la nourriture aussi qu'on se construit socialement à cette époque. Alors, je saute et je vais très vite les modes, les temps, les écrivains, mais pour vous donner un exemple intéressant aussi, chez Balzac, qui était, lui, un grand consommateur de café, beaucoup de café chez Balzac, c'était son carburant en tant qu'écrivain, et pendant ses semaines de travail, ce marathonien de l'écriture donc s'interdisait tout excès, pas d'alcool, pas de plats trop chargés, vraiment une nourriture très frugale, sauf qu'une fois que le livre était achevé, là, Balzac devenait, à l'image de Pantagruel ou Gargantua, un grand dévoreur, un grand mangeur. Ça n'arrêtait pas. Alors, on peut trouver des auteurs, enfin des commentateurs ont expliqué un petit peu. Il mangeait parfois des centaines d'huîtres en hors d'œuvre, arrosé de 4 bouteilles de vin blanc, avant de passer à la suite du menu, bœuf, volaille, poisson, entremets. Il y a une spécialiste de ça qui s'appelle Anka Mühlstein qui écrit « Balzac et ses personnages ne mangeaient jamais en même temps ». Mais elle a écrit un savoureux essai de gastronomie littéraire où elle montre comment il y avait alternance donc entre les scènes de littérature où les gens mangeaient absolument dans les livres et ensuite Balzac qui lui-même s'y mettait. Reproduisait la même chose. Et donc je vous conseille d'ailleurs ce livre qui s'appelle en version originale Balzac's Omelette. En 1872, autre exemple très connu, le père des trois mousquetaires, c'est Alexandre Dumas qui publie un grand dictionnaire de la cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez ce volume. J'en ai entendu parler. C'est vrai qu'après, je ne suis pas forcément rentré dans le détail, mais il faut... Il est reconnu du coup comme... Il est reconnu comme un bon dictionnaire. Oui. Ah voilà, donc ça c'est intéressant. Les écrivains quand même sont à la page en tout cas pour leur époque, de la gastronomie. En tout cas là, si on regarde ce livre, il y a beaucoup d'ingrédients de cuisine qui sont traités avec humour et avec un peu dérision aussi, dans cet esprit d'écrivain, bien sûr, le décalage, c'est toujours aussi leur marque de fabrique. Une petite scène que je vous décris maintenant. Le 28 mars 1880, dimanche de Pâques, l'un des frères Goncourt note dans son journal « Aujourd'hui, nous partons, Alphonse Daudet, Zola, Charpentier et moi pour aller dîner et coucher chez Flaubert à Croisset. Maupassant vient nous chercher en voiture à la gare de Rouen. » Alors c'est un peu la dream team de la littérature française du 19e là, qui se réunit chez Flaubert, mais pourquoi faire ? C'est pour manger ensemble, bien sûr. Et voilà ce qu'écrit ensuite l'un des frères Goncourt. Il y a une sauce à la crème d'un turbo qui est une merveille. On boit beaucoup de vin de toutes sortes. Donc à lire aussi le journal des frères Goncourt, ces petites notes qui donnent des traits d'humour et des traits d'époque aussi. Edmond de Goncourt écrit « Tout homme qui aime le poisson a l'esprit délicat ». Ah oui. Vous confirmez cette... Moi, je confirme. Je suis un friand de poisson. C'est vrai ça vous va? Pour le moment, ça va. Alors après, chez Zola, c'est un peu ce qu'on disait en introduction aussi. Il y a des scènes incroyables de nourriture chez Germinal. Le ventre de Paris, par exemple, le titre aussi. Même l'indique. Et Zola a très bien compris que la nourriture symbolise un peu l'abîme ou le fossé entre les riches et les pauvres, entre la misère et le luxe. C'est vraiment par là qu'on rentre dans la société, dans un système, dans une époque, dans la vie des gens. C'est par la nourriture. Mais bien sûr. Finalement. Et on voit les inégalités aussi par la nourriture. Sur le riche et le pauvre, ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Ça donne un peu le tempo, le là d'une époque, d'une condition sociale. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'on retrouve ça un peu aujourd'hui avec, j'allais dire, le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à la nourriture comme aussi peut-être quelque chose de social, non? Oui, bien sûr. Après, la nourriture se retrouve énormément. Bon, ça fait peut-être 2 ans que je vois ça vraiment sur les réseaux sociaux. Où, moi d'ailleurs... pour pas le citer, mais mon Facebook est rempli de choses, de nourriture, etc., des vidéos, des machins. Tout le monde se pense un peu cuisinier aussi par les Masterchef, les émissions de télévision. Les émissions de télé. C'est très important, ça permet de créer un esprit, etc. C'est vraiment important. C'est fédérateur, vous pensez, pour les gens, oui. Ouais. Pour nous, après, qui sommes professionnels, je trouve que nos futurs apprentis ou même nos apprentis d'aujourd'hui ne sont pas forcément préparés parce que du coup, ils voient des choses à la télé qui ne sont pas vraies dans la vie et qui sont vraiment très très dures parce que du coup, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui ont arrêté.
sur mes années lycée, etc., je pense qu'on est encore une dizaine, et encore je suis gentil. Ah oui, de ceux qui au départ comme vous avaient cette passion. Avec cette passion, bien sûr. Cuisine, je pense qu'on est vraiment qu'une dizaine maintenant, parce que on en a perdu 20 en route, quoi. Ah oui, je vois. Oui, oui, l'art culinaire, c'est pas aussi simple que la télévision peut le. Enfin, simple. En tout cas, c'est pas ce que la télévision en montre. Oui, voilà, c'est pas si beau, on va dire. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu comme tout. Il faut faire attention un peu à ces effets de mode et à ces effets un peu de. Ça met à la fois en lumière et ça fait un peu des dérives aussi. Parce qu'un musicien, on peut tous faire de la musique, mais est-ce qu'on peut faire de la bonne musique ou est-ce que ça nous plaît de faire de la bonne musique? Il faut garder cette motivation. C'est ça, il faut garder cette passion et il faut vivre, entre guillemets, pour ça. Et puisqu'on fait cette parenthèse sur la télévision, qu'est-ce que vous pensez des émissions qui, à l'inverse, comme Cauchemar en cuisine, ou des émissions où presque ça devient une sorte de scène? Alors, c'est pas de la littérature, là, on est à la télévision, au bord de la fiction, de la télé-réalité, de la mise en scène de bagarres en cuisine, de scènes un peu d'éclat. Pour moi, c'est du divertissement. J'aime beaucoup Monsieur Etchebest quand il est en cuisine et quand il fait son travail de cuisinier. Et quand il est animateur, il peut être très bon. Moi, j'ai des gens qui l'aiment beaucoup en tant qu'animateur. Mais pour moi, c'est du divertissement. C'est pas la vraie vie. Enfin, c'est bien de le malheureusement, quand même, je pense que si ça peut arriver chez certains commerçants qui ne sont pas bons ou sur certaines choses ou qui sont débordés par leur travail aussi. Donc du coup, c'est des humains après tout. Donc on peut pas non plus les blâmer ou leur dire. Oui, ça peut aussi des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans le travail, dans le monde professionnel. On n'est pas à l'abri. Bien sûr. Ok. Alors, je termine ce petit tour d'horizon littéraire avant vraiment de parler des plats que vous nous avez aussi ramenés aujourd'hui. Je vous en remercie à nouveau. Alors oui, les fameuses petites madeleines de Proust. Oui. Comment ne pas évoquer aussi, dans la recherche du temps perdu, ce symbole, là aussi, de la mémoire, de l'enfance. C'est quelque chose qui doit aussi être très, très attaché à la dégustation, j'allais dire. Je vous donne juste une petite phrase du côté de chez Swann de Proust. Il faut rappeler que c'est en 1913. « Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. » Donc, est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir ces sensations, de retrouver peut-être... Alors, oui, moi je suis déjà en plus petit-fils d'agriculteur, donc du coup, moi je passais mes vacances à la ferme. Et ce qui était génial, c'est qu'on allait chercher les carottes, on allait chercher les oignons, tout ça. Et moi, mon plus grand plaisir le matin, c'est que je dois éplucher des légumes et tout ça. Et je retrouve en fait des odeurs que j'avais quand j'étais gamin, où j'étais dans le camion avec mon grand-père et que du coup, c'était des odeurs qui me revenaient au nez. Et tous les matins, en fait, ça me fait penser à cette époque où j'étais petit et puis je regardais les carottes à peine sorties de terre et les oignons à peine sortis de terre. Et c'était vraiment... moi, ça me fait toujours autant plaisir. Tous les matins, c'est vraiment mon petit sourire du matin. C'est vraiment ça. Donc, vous avez votre petite madeleine de tous les matins qui est réactivée au contact. Et vraiment tous les matins. Des bons plats, des bons. Oui. Et puis après, il y a les plats. Bien sûr, il y a les plats des grands-mères. Moi, c'est mes grands-mères qui m'ont donné envie de faire de la cuisine parce que elles savaient ce qu'il fallait faire. C'est souvent dans la cuisine des grands-mères. Bien sûr. Puis elles aimaient cuisiner, donc du coup... c'est une passion qui se transmet. C'est une passion qui se transmet, dans la famille. Alors, dernier exemple, là, par rapport à l'actualité, parce que, d'ailleurs, un écrivain qui se comparait de son vivant à un paysan qui cultivait plusieurs champs, c'est l'écrivain Georges Perec, qui est mort en 1982 et qui vient de rentrer, l'auteur de La vie mode d'emploi ou de textes assez importants dans la littérature, qui vient d'entrer là en mai 2017 dans la prestigieuse collection La Pléiade. 2 volumes viennent de paraître au printemps des éditions Gallimard. Et dans cette nostalgie aussi de la campagne, des paysans, d'un monde aussi où on avait aussi un respect énorme de la cuisine, de l'alimentation. Georges Perec a fait un jeu. Il a fait une tentative d'inventaire des aliments liquides et solides qu'il a ingurgités au cours de la
l'année 1974, par exemple. Ça, c'est dans Infraordinaire. Et on peut constater que c'était un bon vivant, ce Georges Perec. L'homme a mangé, entre autres, 9 bouillons de bœuf, un potage au concombre glacé, une soupe aux moules, un hareng, 2 huîtres, une moule farcie, un oursin, 2 quenelles au gratin, 3 sardines à l'huile, 5 saumons fumés. Pour ceci dit, sur un an, oui, ça serait parti. Oui, un tarama, une tarine. Bon, c'est sur un an, bon, c'est bon. 14 radis au beurre, une tarte à l'oignon. En tout cas, il a fait le compte. Et j'en passe, évidemment, je ne fais pas toute la liste. Mais on sait qu'il avait un plaisir des listes et de compter. Georges Perec a compté aussi tout ce qu'il a mangé pendant cette année 1974. Alors, je termine pour savourer encore un tout petit peu avec vous les mots des écrivains. Je citerai simplement 2 titres de livres qui sont savoureux, qui sont de Philippe Delerme. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, 1997, et un plus récent, c'est Dickens, Barbe à papa et autres nourritures délectables, en 2005. Et je vous donne une citation pour terminer, une citation anonyme, je ne sais pas si elle vous convient. Pour réussir une salade, il faut être poète, amoureux et fou. Est-ce que c'est les seuls? Oui, c'est une technique c'est une belle technique, oui. Poète, amoureux et fou, vous l'êtes peut-être aussi à votre façon. Ah oui, bien sûr. Mais je pense que pour une salade, faut transporter les gens avec peu de choses. Alors du coup, on fait des assaisonnements qui sont des fois un peu tirés par les cheveux. Mais il faut laisser l'imaginaire agir aussi. Et bien sûr, et puis les papilles, et puis l'imaginaire passe par les papilles, je pense. Donc du coup. Alors voilà, c'était ces quelques florilèges d'écrivains gastronomes. Alors je conseille la lecture d'autres livres qui ne sont pas ici. Alors il y a La cuisine des écrivains de Johann Ferber aux éditions Incultes, ou de Philippe Di Falco, La littérature gourmande de François Rabelais à Marcel Proust aux éditions Erol. Alors justement, je vous ai fait patienter, mais maintenant c'est à vous, Thomas. Alors d'abord peut-être les livres, justement, puisqu'on était dans la littérature. Quels sont les livres? Est-ce que ce sont des livres de chevet que vous avez ramenés ou qui vous accompagnent? C'est des livres de chevet un peu spéciaux, quoique celui-là est vraiment adorable, parce que du coup, on retrouve 3 catégories quand on va chez un cuisinier. On va toujours retrouver des livres un peu farfelus comme celui-là. Commençons par celui-ci, alors La montagne et le cuisinier. Donc La montagne et le cuisinier, moi c'est mon premier livre de chef qu'on m'a offert. Alors du coup, c'est Emmanuel Renaud, donc un chef de Méribel, donc du coup qui a 3 macarons Michelin, et à cette époque-là, il en avait qu'un, et il a sorti un super beau livre avec des superbes photos. Moi, ça m'a fait vraiment voyager, parce que du coup, on retrouve à la fois des photos de ses plats, à la fois des photos de son environnement, avec son boulanger qui travaille le pain directement sur la meule et tout ça. Enfin, c'est vraiment très beau, quelque très chose très belle photo. Voilà, les histoires de pêche au lac Léman. Enfin, c'est quelque chose qui est moi, qui m'a toujours marqué. C'est des choses qui m'intéressent vraiment, parce que ça me parle, et que les produits, avant que nous on travaille un produit, il y a toujours un producteur, et qu'il faut toujours respecter, parce que du coup, c'est la base de notre métier, c'est le producteur. Donc, et c'est un hommage entre guillemets qu'on lui rend quand on travaille un produit, et qu'il est respecté, et que les gens l'aiment, et que on le retrouve un peu, ce souci aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes engagé presque aussi dans ce projet social culinaire que vous nous avez parlé en début d'émission. Mais bien sûr. C'est aussi une sorte d'éthique professionnelle, de souci aussi du bien faire, du bien-être, du bien vivre. Et je pense que vraiment, en plus, le côté social manquait un peu à la cuisine et à la restauration un peu de tous les jours, parce que du coup, on mange au restaurant, mais on mange pas avec beaucoup de monde. Parce que du coup, ça coûte quand même assez cher. Oui. On va au restaurant pour se faire plaisir, mais voilà, il y a le goût du partage. Il y a le goût du partage, mais qui va rester aussi pour soi, entre guillemets. Ça devient très personnel. Et vous avez raison de mettre ça en avant. Et d'ailleurs, le visuel est très important, d'où l'importance aussi des images et des photographies. Bien sûr. Ensuite, il y a cet autre livre. Dites-nous un peu ce que c'est. Alors, du coup, donc Michel Guérard est un grand chef. Qui doit, je sais pas il a moins de 100 ans, mais il a 98 ans, pas loin, et c'est quelqu'un qui, c'est un nouveau parrain, enfin c'est même plus un parrain, c'est un des pères fondateurs de la cuisine française, qu'on connaît aujourd'hui sur tout ce qu'on peut retrouver dans nos assiettes au restaurant. C'est quelqu'un qui a vachement innové sur ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, d'ailleurs des menus. C'est vraiment un livre de cuisinier, parce qu'il y a que des recettes, et c'est très très intéressant, c'est très très innovant, et j'en ai fait beaucoup de ces recettes, et c'est quand même vraiment super bon. Donc ce livre plutôt qu'un autre, parce qu'il est innovant justement, parce que justement aussi Michel Guérard est quelqu'un qui parle. Et moi j'avais un rêve, c'était de travailler pour lui. Voilà.
Bon, en tout cas, il y a le livre. Mais j'ai tous ces livres. Et alors, troisième et dernier que vous nous présentez aujourd'hui, un livre ancien, réédité en 2006, mais qui date de 1919. C'est ça, un livre très très ancien. Alors du coup, Auguste Escoffier, qui a vraiment, lui, créé pour enseigner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, il y a plusieurs, donc c'est des bibliothèques professionnelles, c'est des encyclopédies où en fait on voit comment, en fonction des régions, en fonction de notre langue, comment on va appeler une telle garniture, comment on va appeler, et tout ça en fait crée notre gastronomie française. Bien compliquée, on voit des menus à rallonge, des noms de plats à rallonge, et ben c'est grâce à ce monsieur-là, parce que du coup, le plat sur le menu, il est poétique parce que y a quelqu'un qui s'est penché sur bah tiens, comment on va appeler telle garniture, comment on va appeler telle cuisson, comment on va appeler, et c'est quelque chose de très très intéressant, moi, qui m'a toujours fait rire. Et c'est vrai que ce livre est formidable parce qu'on apprend, alors on retrouve un peu la question de la littérature, c'est-à-dire que d'abord la cuisine c'est des termes, c'est des appellations, c'est des histoires de mots et d'origine. Là par exemple je suis à la page hareng, vous avez hareng diepoise, filet de hareng, hareng à la livonienne, hareng lucas, hareng à la russe. Donc il y a toute une série de termes et il y a des synonymes, il y a des définitions. Et oui. Ça doit passionner les écrivains justement d'avoir ce... Ça passionne les écrivains et ça passionne les cuisiniers aussi sur comment j'ai travaillé mon produit et comment je vais pouvoir l'appeler entre guillemets, comment je vais pouvoir le présenter à mon client alors qu'il n'est même pas encore rentré dans le restaurant. C'est savoir donner envie sans avoir déjà goûté, sans avoir déjà vu quelque chose. D'accord. Et c'est très intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup, j'utilise souvent. C'est une belle formule que vous avez employée. Merci en tout cas pour ces livres. Alors pour terminer l'émission, maintenant c'est à vous de nous montrer un peu vos talents. Alors qu'est-ce que vous nous avez ramené aujourd'hui et pourquoi nous présenter ce plat voilà. Bon alors aujourd'hui, alors ce plat en fait c'est un petit toast pour l'apéro, parce que c'est pour l'été, c'est pour accompagner un petit verre de vin blanc qui pourrait très bien aller avec ça. Alors du coup, c'est un saumon gravlax avec un houmous de lentilles corail à l'orange. Donc du coup, on va rentrer sur donc un saumon gravlax. Qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode de conservation à la base norvégienne. D'accord. Qu'ils ont trouvé que le saumon se conservait bien et qu'il était même meilleur après la conservation, alors qu'il n'avait rien fait dessus. D'accord. Donc du coup, ils se sont dit, on va l'utiliser pour cuire notre saumon. Et donc du coup là, moi je l'ai retravaillé à ma façon. Donc c'est un salage en fait pendant 1 heure. Ça donne un goût particulier, j'imagine. C'est ça, pendant 5 jours. Donc on le sale pendant 5 jours. Excusez-moi. On le sale pendant 5 jours, et ce qui permet d'avoir une texture fondante et d'avoir un saumon qui est cru mais cuit quand même par décoction. D'accord. Ensuite, on le dessale pendant 1 heure, parce qu'il faut vraiment perdre ce goût de sel et se retrouver vraiment le goût de saumon et de sa chair. Moi, je l'ai fait mariner avec des agrumes aussi, ce qui me permet en fait d'avoir à l'intérieur le goût d'agrumes qu'on va garder jusqu'à la dégustation. Donc c'est vraiment top. Tous les détails comptent, j'imagine, dans la cuisine. Tous les détails comptent, le timing le compte, et puis et l'envie de bien faire compte aussi. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir en un mot quand vous cuisinez C'est tout le travail qui se fait en place, c'est le résultat, c'est la satisfaction aussi des gens avec qui vous le faites partager? Moi, c'est la satisfaction des gens qui me disent j'ai bien mangé, c'était vraiment excellent. Tu fais ta journée de travail un peu, même si elle n'est pas tous les jours pareille, tu fais ta journée de travail comme tu as envie de le faire, comme tu as envie de créer. Moi, je travaille toujours avec mon schéma de plat à la fin dans la tête. Donc, du coup, c'est assez drôle parce que ça peut changer 10 minutes avant le service, ça peut changer 5 minutes avant le service, mais au moins, on peut avoir... donc ça, après, c'est le plaisir de travailler, d'être cuisinier. Ça, il y a une part d'improvisation aussi. C'est une part d'improvisation énorme, mais c'est toujours très intéressant. Mais le meilleur moment, c'est quand on me dit... j'ai super bien mangé, je reviens, quoi. Ouais. Et là tu te dis, banco, c'est gagné pour moi. Enfin, ma journée, déjà, ce matin a été gagnée. Et puis c'est gagné pour le client parce qu'il est content et que c'est un maximum de plaisir, quoi.
En tout cas, vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. En tout cas, je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, pour vos projets. Donc, avant d'inviter toute l'équipe du Media Lab à venir déguster le plat que vous avez ramené et cet apéro avec nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler alors votre projet actuel, ce que vous allez développer là dans les mois à venir? Oui, donc on va développer un pôle traiteur. Donc sur la métropole avec plusieurs restaurants de Lille qui permet justement de travailler dans l'économie sociale et solidaire, donc des prix qui sont vachement abordables pour tout le monde, des produits qui sont bio, des produits sains, et puis derrière c'est des cartes bien travaillées parce que nous on a envie de se donner un maximum et de satisfaire le client dans n'importe quelle situation, et le traiteur c'est un peu aussi ça fait un peu 6 mois aussi que j'essaye de faire du traiteur, etc. Et que du coup, on se retrouve toujours dans des situations assez marrantes qui provoquent un peu de stress des fois. C'est des expériences de vie où, par exemple, on doit déplacer toute une cuisine pour gérer un festival. Donc, c'est compliqué, surtout qu'on a des volumes pas importants non plus, donc ni du matériel à foison. Donc c'est assez drôle. C'est comme ça que vous vous formez aussi. C'est comme ça qu'on se forme, et la satisfaction elle est énorme quand t'as 400 personnes, 500 personnes qui ont passé un super festoche. Et si on veut vous suivre, alors c'est sur les réseaux sociaux? Alors pour le moment, on peut pas encore lancer sur les réseaux sociaux parce qu'on est encore en étude de marché, mais à partir de septembre, donc il y aura un site internet qui sera tous à table. Très bien, tous à table. On va le communiquer. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être que je remettrai un petit post sur le Media Lab, sur YouTube. On va se quitter là-dessus, tous à table alors, et très bel été à tous. Merci pour cette émission, merci à toute l'équipe du Media Lab, et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de l'atelier culturel. Très bel été à tous.